Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Trek in Storia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Eh ben écoute, moi je vais très très bien. J'ai l'impression que je saturais un peu. Non, ça va, je sature pas. Non. Ah là là. Bon, eh ben on vient tous deux de voir le film de David Lynch sur Dune. Oui, là donc le podcast précédent, on a donné notre avis sur Dune partie 2. Et on s'est dit, vas-y, on va attaquer celui de David Lynch pour voir ce que c'était. Et donc moi, j'ai regardé hier. Moi ce matin. Voilà, et on va pouvoir en parler. Parce que c'est quelque chose. c'est quelque chose, ouais, c'est quelque... Ah putain, on dit. Now, the most widely read, talked about, and cherished masterpiece of a generation comes to the screen. Dino De Laurentiis presents Dune. I see two great houses feuding. A world where the unexpected, Many dangers exist on Arrakis. the unknown, and the unbelievable meet. Where kingdoms are built on earth that moves. And skies are filled with fire. Where warriors fight with a thought and kill with a word. A world that holds creation's greatest treasure He who controls the spice controls the universe. and greatest terrors. A world where the mighty, the mad, All I can see is an Atreides that I want to kill. and the magical The sleeper has awakened! will have their final battle. A world called Dune. Long live the fighters! We will kill until no Harkonnen breathes Arakeen air. Dune, a world beyond your experience, beyond your imagination. Tout d'abord, il y a un truc que je trouve que je pourrais dire aux auditeurs, c'est Link the Sun a fait une vidéo 50-50 sur Dune. Alors, j'ai des fois des difficultés avec le propos, sa manière très professeur de parler, de présenter son sujet. Mais c'est hyper intéressant, surtout tout le contexte de création du film. Donc je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, avec notamment tout le bail avec Jodorowsky. Et tout ça, il met quand même l'accent sur pas mal de choses, et je suis assez d'accord avec sa conclusion. Alors donc, Jodorowsky, qui si on veut faire une petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas tout le C'est vrai. délire, Jodorowsky qui devait faire un Dune, et un Dune avec Dali dans le rôle de l'empereur, avec comment il s'appelle, Asher Ginger dans les décors, bref, une œuvre qui devait être visionnaire et qui n'a jamais eu lieu. Oui. Qui n'a jamais eu lieu. Il reste 2 exemplaires du making of qui sont 2 reliques rares, et qui s'est fait voler, couper l'herbe sous le pied par David Lynch pour la réalisation de Dune. Donc, Oui. voilà. Et par rapport à ça, par contre, parce que il est souvent titré le plus grand film de SF qui ne sera jamais réalisé. Je suis assez d'accord avec la phrase de Monsieur Bobine qui dit quitte à ce que ce soit un film de SF moyen jamais réalisé, autant que ce soit le plus grand film de SF qu'on a. Donc des fois, quand t'entends les délires qui s'est tapé, qui voulait, je fais un film de 10 heures, je fais des trucs comme ça. Tu sens quand même que le mec, il avait eu des bonnes idées de base, et puis voyant que ça se ferait pas, je pense qu'il a quand même exagéré de ouf pour que ça ne se fasse pas, mais qu'au moins ce soit épique, tu vois. Ouais. Voilà. Ça me paraît parfaitement probable. Mais il avait une dream team de ouf, quoi. Qui a servi pour Alien 1. Il y a ça, et puis il y a l'auteur aussi en bande dessinée de Blueberry, je crois. Bref, la Dream Team pour un film qui n'aura jamais lieu, et qu'on a vu dans plein d'autres films, mais jamais dans un film qui s'appelait Dune. C'est ça. Revenons sur notre Dune de David Lynch. Moi, il y a un mot qui me vient tout de suite à chaque fois que je regarde ce film, c'est péplum. Péplum. Péplum, ouais. À dans chaque le fois. sens gigantisme. Ouais, dans le sens dans le sens péplum, ne serait-ce que les écritures au début du film, la police de caractère, la façon, l'exposition, Ouais. l'arrivée de chacun des personnages, les décors,
c'est péplum, quoi. C'est marrant, du coup je crois que ça rejoint ce truc-là, parce que quand toi tu me dis péplum, j'ai surtout cette espèce de monumentalisme des années 60, Cléopâtre et tout ça qu'on voyait au cinéma. Voilà, Ben-Hur. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et alors, je rajouterais théâtre. Ah. Théâtre. D'où le côté voix off, d'où le côté la tête au début qui commence à parler en mozardose. Et d'où le côté de certaines scènes qui ne font pas naturel dans le jeu des acteurs, et pas juste parce que c'est David Lynch qui leur demande de faire des trucs. Ah non, mais alors les Bene Gesserit, quand elles crient, c'est et, oh mon Dieu. Et tu sais, même quand dans les voix off, la manière dont t'entends les voix off des gars, je trouve qu'il y a un petit côté théâtre. Alors tu voulais contextualiser, tu me disais. Oui, et c'est amusant, ce contexte va sublimer ce que tu as expliqué sur l'effet péplum. C'est qu'il y a un nom au tout début qui apparaît du générique, c'est Dino De Laurentiis. Et Dino De Laurentiis, c'est un producteur italien. Et notamment, c'est un mec qui a fait Conan le Barbare de 82 de John Milius. Il a produit Hannibal et Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Il a produit Barbarella, Un justicier dans la ville avec Charles Bronson, Serpico. Enfin, voilà. Et le King Kong de 76 avec Jeff Bridges. Donc, on est sur du monumental, en fait. Dune, c'est sorti en 1984. Alors, je sors vite fait la fiche Wikipédia pour contextualiser. C'est un film que David Lynch n'a pas aimé. Il l'a renié au début. Alors, il y a au moins 3 versions du film ont été réalisées. Dans certaines versions du montage, le nom de David Lynch est remplacé dans le générique par Alan Smithy, qui est le nom que les réalisateurs le seul nom que les réalisateurs peuvent utiliser s'ils renient leur film. Faut savoir aussi que c'est lui qui a adapté le bouquin. Donc ça, c'est aussi important. Donc il a contrairement, je crois, à Denis Villeneuve, où lui il a participé, je pense, à l'adaptation. Là, c'est Lynch qui a fait sa propre adaptation, ce que je trouve très intéressant pour ce film-là. Du coup, j'ai l'impression, quand je vois qu'il y a cette espèce de péplum / grand théâtre en mode noble, et les voix off, en fait, au début, ça m'avait perturbé, et je me disais, ouais, mais ça sert un peu à rien. Et en même temps, il y avait 2 options. Je voyais que ça faisait un petit peu, c'est des choses qu'on aurait dit à voix haute dans un film maintenant. Tu sais, ouais. Le gars, il aurait fait pour lui-même, oh mon Dieu, c'est le Bene Gesserit, tu vois. Et là, il fait juste, et tu entends, oh mon Dieu, ce sont les Bene Gesserit. Et aussi, j'y vois aussi ce côté de théâtre où à un moment donné, les gars se parlent dans le théâtre classique. Et puis ils se retournent face au public et disent ah oui, l'affront sera d'eux s'ils sont capables de le supporter. Et puis ils se retournent et ils reviennent dans la scène. J'y vois un petit peu ça. Et puis c'est un film de David Lynch, hein, donc moi j'avais vu Eraserhead, j'allais dire Eraserhead, donc t'as ces trucs de montage qui pour le coup je trouve fonctionne avec tout le délire messianique, spirituel de Dune, et en même temps là t'as le montage et de David Lynch où aussi tu te fais chier, quoi. Ouais. Moi je me suis fait chier, et pourtant chaque image vaut vraiment la peine d'être vue. Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le film de David Lynch fait l'histoire de ce que Villeneuve a fait en 2 parties. Exactement, et putain, il y a trop à dire. Hein. Pour revenir un petit peu là sur le côté théâtre, on peut souligner aussi dans les points bénéfiques, moi je trouve, du film, c'est le nombre de personnages à l'écran à chaque fois. Oui. Il y a vraiment beaucoup de figurants. Alors il y a des fois des figurants qui font des choses genre passer l'aspirateur. ça me mais depuis gamin, chaque fois que je l'ai vu, mais je me rappelle gamin de me dire mais il y a plein de gens à l'écran, quoi. Ça ouais, c'est riche. C'est un film qui est extrêmement généreux. Les décors, les premières, moi j'adore le début du film, en fait, jusqu'à ce quand il va sur Arrakis. C'est-à-dire quand tu vois la planète la planète des Harkonnen, tout des Atreides, donc des Atreides, des Atreides, mais aussi quand tu vas chez les Harkonnen, quand tu vas dans le vaisseau avec cette immense porte qui est dorée, là, tu vois. Elle est incroyable.
t'as plein, et même quand finalement t'arrives en Arrakis, c'est joli à voir, il y a des choses à découvrir, il y a de la culture, c'est extrêmement généreux, en fait, en termes de DA, de direction artistique. Et puis, des fois, ça part en couille, quoi. Puis des fois, mais ça, soit t'es sensible tu vois, moi je pense que là c'est là que David Lynch je crois que même lui, tu vois, t'es sensible à ce qu'il fait ou pas, quoi. T'es sensible à sa direction d'acteur, genre Brad Dourif, il me sort par les yeux, quoi. Alors que c'est un acteur qui dans d'autres films ouais, pour savoir, génial. Brad Dourif c'est Chucky, et la voix de Chucky, et c'est Grima, langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux. Et là, il joue, tu te fais, waouh, c'est fou, quoi. Sting joue très mal, mais c'est marrant parce que Sting joue pas bien, mais dans le jeu de David Lynch, ça fonctionne. Oui. C'est comme Schwarzenegger dans Conan le Barbare, il joue pas bien, mais s'il avait joué mieux, il aurait pas été Conan le Barbare. Voilà. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là qui me fait rire. Et pour revenir à Star Trek, Brad Dourif, c'est aussi un personnage récurrent dans la saison 1 et 2 de Star Trek Voyager. Ah, j'avais oublié ça. Et du coup, ouais, non, c'est un film. Bah, tu sens, hein, du coup, quand tu sais que c'est Dino De Laurentiis, il a aussi fait Flash Gordon. Ouais. Bah, l'amour on va claquer dans du décor et du détail et des machins, tu le sens, quoi. La possibilité de le faire, tout simplement. Et pour revenir là sur les décors, là, quand ils sont sur la planète donc des Atréides, ouais. J'ai trouvé la planète les décors du palais Atréide très gingerien, quoi. Ouais. Avec ses formes de sphères, tout est sphérique, tout est, je sais pas, je me suis dit tiens, peut-être qu'ils ont déjà repris une idée de Jodorowsky là-dessus, mais en fait il y a la patte très organique, voilà. Ouais. C'est très organique de David Lynch. Moi, ce que j'aimais surtout, c'est, je voyais pas le Giger, moi je voyais tu sais, les anciens palais des tsars impériaux, des trucs comme ça. Mais un peu comme chez Villeneuve, il y a cette chose que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de SF décomplexé. Tu sais, ils sont dans leur vaisseau et ils ont matelassé les murs en doré, comme les vieux canapés là. Et vas-y, parce qu'on est dans l'espace, mais on est une famille de bourgeois, de gros nobles, et en fait, ça raconte surtout l'identité, ça dévoile surtout l'identité d'un peuple, et pas, on se préoccupe pas de est-ce que ça vole ou pas. Cette espèce de plan, moi, il m'a vraiment impressionné, ce plan avec cet énorme vaisseau et cette porte, cette gigantesque porte dans le vaisseau où ils doivent rentrer dedans. Ça n'a d'intérêt que parce que c'est beau, parce que ça éveille du beau. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et pareil, je trouve que c'est un film qui est intéressant parce qu'il te fait parler. Comme alors pas de la même manière que le Dune de Jodorowsky, où tu vas réfléchir beaucoup à des choix de mise en scène et tout ça. Symbolisme. Voilà, ou de symbolisme, mais il y a tellement à aimer et tellement qui te sort par les yeux. Hein, tu vois, moi le rythme il me rend fou, quoi. Autant il y a des trucs moi j'aime bien le contemplatif, autant il y a contempler et se faire chier, quoi. Pour Villeneuve ? Non, pour Lynch. Lynch. Il y a des moments, c'était laborieux, et je pense aussi que c'est parce que il avait le shot qu'un seul film, et démerde-toi, quoi, pour résumer toute l'histoire de Paul Atreides. Hein. Comme tu dis, il a fait ce que Villeneuve en a fait en 2 films, lui il l'a fait en 1. Et je trouve que ça sent beaucoup l'adaptation de l'histoire. Je rappelle aux auditeurs que je n'ai pas lu le livre, mais j'ai quand même pas mal poncé Internet pour comprendre un peu comment ça se passait. Il rajoute des infos, t'as pas besoin. Tu sais, Link the Sun, il en parle bien au début. Il te dit au début, t'as une tête qui t'explique le lore, et puis tu vois des gens dans une pièce qui t'expliquent encore du lore. Et puis t'as Paul Atreides qui va dans une autre pièce regarder un PC qui t'explique encore plus de lore. Et ça fait 20 minutes que le film a commencé. Tu fais, eh oh. 20 minutes d'exposition. Ouais. Voilà, quoi. Et tu sens que c'est parce que il n'a pas été capable de définir ce qu'il allait garder, ce qui était nécessaire à son récit. J'ai l'impression, c'est ce que je reproche un peu au film, c'est tu sais pas de quoi son film va discuter. Tu vois, quand tu regardes le film de Denis Villeneuve, l'adaptation de Denis Villeneuve, tu sais qu'il s'est concentré sur la figure messianique et l'évolution de Paul Atreides.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va skipper tout le parti de l'épice au niveau interstellaire. Il va skipper tout ce passage-là. Je trouve que David Lynch, il met tout, et au final, bah, du coup, tu sais pas vers quoi regarder. Tu sais pas quelle émotion tu dois suivre. Parce qu'au final, à la fin, tu fais, OK, il est devenu Messi, mais c'est aussi important que le début. Ben, je les trouve complémentaires, en fait. C'est-à-dire que grâce aux 2 films de Villeneuve, Ouais. j'ai enfin compris le Dune de Lynch. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, moi après, moi, je l'ai vu petit, hein, donc il y a aussi ce côté, Avec l'espèce de grosse couille, là, dans le... ouais. La grosse couille. Ça a dû bien te traumatiser, ça. On j'ai parle vu ça. du gardien, du voyageur interstellaire. J'ai vu ça petit, donc je devais avoir 5-6 ans. J'ai rien compris au film, j'ai rien pané au film. À part, moi, j'avais cette impression des vers des sables un peu, qui sont bien réalisés, hein, quand même. Tu sens qu'il y a un amour du travail là-dessus. Chose que j'ai trouvé moins bien réalisée chez Villeneuve. Oui. Mais j'ai Plus commun. grâce au temps qu'a mis Villeneuve à tout expliquer les choses, tu comprends finalement tout le film de David Lynch. Et Oui. t'as même des choses que tu retrouves chez David Lynch que t'aurais kiffé retrouver chez que toi-même t'avais pointé du doigt chez Denis Villeneuve. La dernière émission, tu disais bah, finalement ils avaient pas besoin de Paul Atreides pour Oui. détruire et faire cette guérilla permanente aux Harkonnen. Et là, dans le film de David Lynch, c'est grâce à l'art étrange, grâce Oui. aux modules étranges, donc à une arme qui permet à la voix de tout détruire, qu'ils arrivent en fait à détruire Alors, et à faire la guérilla aux Harkonnen. alors oui et non. Alors, oui, parce que Paul Atreides dit je vais vous apprendre à vous battre. Et donc là, tu fais en fait, les mecs savaient pas se battre. Donc, par contre, l'art étrange est une invention de David Lynch. Donc que Denis Villeneuve n'aurait pas pu réutiliser. Ouais, c'est dommage. Mais ouais, c'est dommage. Mais du coup, par contre, donc cet exemple-là fonctionne pas parce que c'est une invention. Par contre, effectivement. Quand il dit yo les gars, je viens, je vais vous entraîner, je vais vous apprendre à vous battre, et puis ces gars-là vont entraîner les autres. Du coup, tu crois, tu comprends littéralement, tu comprends ce que Paul a apporté au Fremen. aux Fremen, quoi, et comment ils ont pu gagner. Pareil, je trouve que autant tu sais, tu disais dans le podcast précédent sur Dune 2, il survolait un petit peu trop les infos. Il y avait trop à raconter. Tu vois. Et ça fait et moi je disais que du coup ça fait que ce qu'on est censé ressentir, il y a des choses genre l'amour entre Paul et Shiny, tu le sens pas. Dans le film de dans le film de dans les deux tu te fais OK mais le film de Villeneuve est un film tellement sensoriel qu'il impose qu'on ressente cet amour. Là où celui de David Lynch, il est tellement froid et un peu distant qu'en fait, il vient, il fait Paul, oui, je t'aime et je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie. D'accord. OK, et ça marche parce qu'il y a ce côté ultra pompeux, ultra théâtral, ultra proshing. Ouais, puis faut pas oublier, hein, c'est Dune de David Lynch, c'était le Star Wars pour les adultes, hein. Et encore. Et encore, pour à part la scène avec les Harkonnen, le duc Harkonnen là qui boit le jeune garçon, qui est au passage qui a des relents un peu homophobes. Totalement. Qui sont dans le bouquin. Ce film n'avait pas non plus plus traumatisé que ça, gamin. Hein. Oui, mais c'était surtout, je pense, sur la complexité du récit. Star Wars, c'est quand même très élémentaire. Se veut très élémentaire. Hein. Je crois que j'ai vu un truc de Lucas qui disait j'ai fait un film pour les gamins de 12 ans. Hein. Et c'est devenu un truc qui a flingué la tête de plusieurs générations. Mais quand il fait Star Wars, c'est pour les gosses, quoi. Et d'une part, les imbrications géopolitiques, spirituello, blablabla, c'est pensé pour un public plus adulte, puisque le bouquin, le matériau d'origine, c'est un truc qui est pas pensé pour les gosses, quoi, qui a une réflexion, on va dire, très noble, très mature. Mais voilà, donc en fait, c'est un film que j'aime bien, mais j'ai du mal à le revoir à chaque fois, quoi. Tu sais, j'ai pas envie de le revoir. Et quand je le revois, je fais waouh, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça. Et au bout d'1 heure, je me fais chier. Mais
il y a toujours un truc qui va me rattacher, qui va me fasciner. Zardoz a ce pouvoir. Zardoz est fascinant d'étrangeté. Et Lynch, il a ce côté en plus, le Dune de Lynch, il a cette étrangeté de la mise en scène, donc c'est-à-dire une mise en scène que tu ne vas pas voir, t'as pas l'habitude de voir, avec, tu sais, genre bêtement, t'as cette espèce de main. Et tu fais ok, des fois il te met un nain pour dire, t'as vu, c'est mystérieux. Alors par contre, le nain, est-ce que c'est Lynch qui met un nain parce que c'est mystérieux, ou est-ce que parce qu'il y a une naine aussi dans Dune 2 qui fait la, tu sais, c'est la Renoir qui la noire qui extrait l'eau de la vie. D'accord. Alors est-ce que c'est une référence, est-ce que ce personnage est une naine dans le livre, ou est-ce que c'est juste David Lynch qui vient et qui fait oulala, c'est mystérieux, vous avez vu, il y a des nains. Je me pose la question, quoi. Mais tu sens que c'est un film aussi je comprends le statut culte du film, tu vois. Quand tu vois ce qu'il propose, quand tu vois ce qu'il apporte. Oui, la générosité, quoi. C'est ça, quoi. C'est ce qui me revient. Générosité qui rejoint le côté peplum, qui rejoint le côté théâtral. Mais c'est trop, tu vois, c'est t'as mis de la ganache, après t'as remis de la chantilly, t'as remis de la glace par-dessus. D'accord. Ouais, c'est trop. C'est ça. Et d'un autre côté, je trouve que le film a ses lourdeurs du simple fait qu'il y a aussi une sorte de star system qui s'impose dans le film. Je pense notamment à la musique qui est faite par Toto. Et il y a un thème, donc le thème mais qui revient à toutes les sauces. Oui. Mais j'en peux plus de ce thème. C'est 3 notes, c'est sur un clavier, c'est 3 notes, hein. Je suis d'accord. J'en peux plus. Je suis d'accord, et je pense que déjà s'il avait réussi à alléger son adaptation, donc alléger les infos et tout ça, déjà le film aurait été beaucoup plus digeste. Digeste. Il y a ces côtés ultra kitsch, les brushing, les lèvres rouges, les mantas là. Ouais. Dégouline. C'est dégueulasse, quoi. Et bon, je comprends, hein, tout le monde a ses kinks, hein, mais quand il veut être crade, Lynch, il sait l'être. Hein. Je parlais à nouveau des voyageurs interstellaires, c'est génial, hein, mais je peux pas les voir. Hein. Donc une espèce de super cube, voilà, de fœtus. Mais alors déjà là, par contre, la manière dont il arrive avec cette espèce de cuve immense, et quand tu vois les gens qui poussent le cul, qui sont à côté, qui sont tout petits, c'est impressionnant, quoi. Tu te rends compte du monumental que tu vas retrouver chez pour moi c'est un monumental de Dino De Laurentiis. Ah, d'accord. C'est l'amour du décor, c'est Barbarella, t'as ce principe-là aussi. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de Barbarella. Il y a Conan le barbare est capable d'utiliser son décor vide pour que ce soit monumental. Je pense à la scène où il court dans la steppe. Même si c'est la caméra de John Milius, tu vois, genre cette espèce d'énorme roue qui va tourner dans Conan le barbare au début du film. Et vas-y, on y va, quoi. Et cette générosité de décor qui te permet cette ingéniosité de prendre en compte les distances. Par exemple, dans la Link the Sun, il expliquait que au lieu d'utiliser du sable, pour les maquettes de verre de sable, pour les poupées de verre de sable, en fait, ils avaient utilisé de la fibre de verre qui faisait encore plus fin, et c'était méga dangereux. C'était hyper dangereux, mais du coup, ça faisait que la poudre était beaucoup plus fine, et ça faisait que le verre avait l'air encore plus grand. Et c'est génial. Tu vois, moi, je pense que c'est un film comme ça, c'est comme Le Seigneur des Anneaux, c'est comme Flash Gordon, c'est des films où si tu vas te renseigner dedans, si tu vas les fouiller, tu vas découvrir des trésors de petites histoires, tu vois. Par exemple, le bouclier, donc Link the Sun le rappelle aussi, hein, mais le bouclier sonore là qu'ils ont là est fait à la main. C'est-à-dire que chaque c'est dessiné à la main. Ouais. Et pareil, je trouve que le fait aussi que ce soit lui qui ait adapté le livre rend le livre attrayant. Parce que, comme pour Le Seigneur des Anneaux, moi c'est à travers les films que je me suis plongé dedans, et à travers la volonté de comprendre l'adaptation. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas utiliser l'imaginaire que le film t'a donné pour le transposer dans le livre. Oui.
et te rendre compte que du coup, tu repenseras souvent à l'espèce d'énorme couille fœtus dans son bocal. Je suis traumatisé par ce truc. Hein. Je suis désolé, hein, mais pour le coup, il a réussi son job. Hein. Qui vomit des planètes. Mais du coup, ouais, je pensais qu'on aurait beaucoup à dire. Et en fait, je me rends compte qu'on tourne beaucoup sur les mêmes plans. Ah, il y a ça qui est bien, c'est très généreux. Ah, il y a ça, tu vois, mais au final, ouais, c'est une expérience, tu vois. C'est un film que tu dois revoir et que tu dois, des scènes, des moments, tu fais, ok, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et ça, c'est un cinéma que j'aime bien. Mais à la différence qui t'investit, ouais. du film de Denis Villeneuve où tu vas avoir une expérience sensorielle dans le film. Ouais. On va reparler de la musique, on va reparler de l'image, tout ça. Et finalement, c'est une expérience assez solitaire. Ce Dune-là de David Lynch, c'est un film que tu peux revoir avec tes potes. Ouais. Et te plonger dans le film avec tes potes. C'est ça. Ou faire juste un film bière pizza. Voilà. Vas-y, on parle. Tiens, regarde, il a fait ça. Que Denis Villeneuve, ça doit être... c'est l'antithèse, en fait. Tu vois, c'est David Lynch a trop, Denis Villeneuve est dépouillé. David Lynch, tu peux te le regarder dans différentes conditions. Denis Villeneuve, pour moi, il est extrêmement... ses conditions de visionnage sont extrêmement précises. Faut être au calme. Tu peux pas faire autre chose. Ouais. Tu dois te laisser happer par le film. Et c'est très bien, hein, c'est un genre de cinéma que j'aime beaucoup. Alors que David Lynch, il a ce truc de vas-y, aujourd'hui on va se mettre juste la scène avec chez les Harkonnen et on va l'analyser, on va prendre plaisir à la décortiquer, quoi. Et en faire des blagues. Ou se plonger dedans pour essayer de se laisser bercer par le montage. Voilà. C'est Non, mais c'est je cool. suis d'accord avec toi là-dessus, sur le fait que c'est deux expériences bien à part. Alors après, est-ce que c'est le livre qui veut que dès que tu le touches, ça devienne une expérience bien à part? Tu m'avais dit que tu avais vu la série Les Enfants de Dune. Ouais. Est-ce que là aussi c'est une expérience ou c'est mal géré? Non, c'est pas du tout une expérience, c'est une série télé. C'est-à-dire, on est... ils ont voulu le côté... Ils ont voulu être généreux dans les peuples, donc tu sens le côté, vas-y, on va faire, les Harkonnens, ils sont habillés comme ça, puis machin, il est habillé comme ça, puis truc, il a ses propres codes graphiques. Mais j'ai pas tout vu de la série, donc j'ai pas encore vu parce que je sais que ça va jusqu'à son fils avec Leto 2. Mais il y a un peu le côté Star Trek saison 1 de TNG, tu vois. Tu vois, laborieux. avec le laborieux, un peu cheapos de série télé, c'est normal. Et on va... Il essaye, je sais qu'il y a des scènes avec les vers de sable alors les vers de sable, ils ont complètement foiré, c'est littéralement là, c'est des énormes métrons qui traversent la planète. Et il essaye cette espèce de transcendance, mais c'est surtout si tu regardes la série pour avoir les infos des bouquins parce que t'as pas envie de lire les bouquins. D'accord. Tu vois, ça en fait un truc qui vaut la peine. Je trouve que au sein de tout ce qui a été visuel au niveau de Dune, donc les 3 films maintenant, et ça, je trouve que c'est cool d'avoir cette lecture-là. Bon, une fois que t'as connu l'histoire, c'est un peu chiant, tu vois, parce qu'au final, il y a surtout un point de vue qui est l'histoire de Paul Atreides. Au bout d'un moment, t'as compris, tu vois. Donc répéter 4 fois la même histoire, c'est un peu lourd, mais il est beaucoup plus élémentaire, comme une série l'est en fait. Voilà. J'ai mis du temps à trouver mes mots, mais c'est ça. Il est plus élémentaire comme une série doit l'être. Donc à nouveau, les 3 se complètent. En fait, les 3 visions se complètent. Alors, pour finir un peu là sur tout ça, là, le film de David Lynch, je trouve aussi que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir l'univers de David Lynch. C'est ni trop crade, ouais, ni trop perché. Je suis d'accord. Pour découvrir ces deux ambiances qu'il aime bien faire, c'est-à-dire des univers perchés à la Twin Peaks ou des trucs bien crades à la Existence ou Eraserhead, quoi. Existence, c'est David Lynch? Il me semble. Non. Cronenberg. Ouais. Cronenberg Existence. Je les confonds les deux des fois. Mais je suis d'accord et alors là je vais faire un peu mon cinéphile prout-prout.
Je pourrais dire, c'est marrant parce qu'en plus il l'admet pas, tu vois, il a voulu dire non, mais Alan Smithy, on va pas mettre mon nom. Mais je trouve que effectivement c'est le plus accessible. C'est un peu comme Full Metal Jacket avec Kubrick. Oui. Parce que le cinéma de Kubrick, bon moi c'est un cinéma qui me saoule, qui m'emmerde un peu. C'est sa caméra m'emmerde, c'est juste ça. Ça ne m'éveille pas grand chose, sauf Full Metal Jacket parce que il fait de l'anti-Lynch. De l'anti-Kubrick. De l'anti-Kubrick, pardon. C'est-à-dire, là où il est souvent très froid, très éloigné, il va être beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus viscéral. J'invite les auditeurs à aller regarder le très bon diptyque sur Kubrick du cinéma de Durandal. Et il parle de ça, et genre moi, je suis désolé, hein, mais Shining, je me marre. Hein. Vous avez pété un plomb autour de ce film. Je peux comprendre que, enfin voilà, on a tous des films comme ça. Moi, j'ai les miens où je vois beaucoup plus que ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, et je trouve que c'est un peu ça. C'est donc le Dune de David Lynch. Effectivement, c'est le film qui te permet de comprendre un peu, de t'essayer à Lynch. Et d'ailleurs, j'avais vu d'abord Eraserhead avant Dune. Moi, j'ai beaucoup aimé Eraserhead. Mais c'est vrai que t'imagines, t'as un mec qui connaît pas, et il regarde ça, il fait mais qu'est-ce que je suis en train de mater, quoi. Le gars, il sort de 10 ans de Marvel. Le film le plus élevé auquel il a été confronté, c'est Joker. C'est-à-dire, oh là là, la caméra et la musique, ça dit quelque chose. Alors que ça a juste pompé le cinéma des années 70, tu vois. Et là, le mec, on lui met Eraserhead. Le gap, mais ça doit être terrible, quoi. Et c'est vrai que je suis d'accord avec ce truc-là, que Lynch, le Dune, c'est une introduction à Lynch. Oui, voilà. Je l'ouvre très peu, mais en général, c'est pour dire des petites choses comme ça. Celui qui blablate beaucoup, c'est moi. Désolé. Bon, bah écoute, on a fait le tour des œuvres, là. Ouais. Je pense on fait l'impasse sur la série ou on se la tente? Je suis pas chaud. Allez, on fait l'impasse. On fait l'impasse. Alors, moi, j'ai un thème à proposer pour les prochains. Vas-y. C'est The Orville. On en a beaucoup parlé. Ouais. Et j'aimerais bien qu'on analyse saison par saison The Orville qui vient de sortir un livre, d'ailleurs. Quoi? Et il y a un livre qui est sorti sur l'univers complet, là, qui arrive chez Dark Horse. Ça a été annoncé ce matin, on est le 25 avril. Je suis voilà. très content de ces idées, ça va me replonger dans The Orville. The Orville. Excusez-moi. Et j'ai trop hâte. Et moi j'ai commencé. Et à vous aussi de nous dire ce que vous avez pensé des derniers films donc de Dune, de David Villeneuve et de David Lynch, de Denis Villeneuve et David Lynch, je vais y arriver. Et comme d'habitude, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, commentez, laissez plein d'étoiles sur les podcasts que vous écoutez. Vous êtes toujours très nombreux et je vous en remercie. Gros merci à vous tous. Voilà. Allez, à tantôt. Gros ciao, bisous. Ciao. Ciao.